Et avec nous aujourd'hui, le général Dominique Trinquant, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Et Patrick Martin-Jeunier, bonjour Patrick, merci d'être là. Enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales, auteur du livre qu'on va voir, l'Europe a-t-elle un avenir? Grande question. C'est aux éditions Studirama. Mathias nous a rejoint. On va parler avec vous de la contre-offensive ukrainienne. Où en est-elle? Elle semble marquer le pas, mais est-ce une pause pour permettre à l'Ukraine de revoir sa stratégie ou est-ce un leurre? Vous nous direz ce que vous en pensez. Dans ce contexte, on analysera les déclarations d'Emmanuel Macron hier soir, le chef de l'État qui a défendu sa stratégie de défense antiaérienne de l'Europe. La guerre en Ukraine a mis en lumière ses faiblesses. Vous nous analyserez tout ça dans quelques instants. D'abord, on va parler de l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions, elle est aussi militaire. La loi de programmation militaire arrive en séance au Sénat la semaine prochaine. Un budget à la hausse, 413 milliards d'euros sur 7 ans consacré à l'armement. Et du côté de Saint-Étienne, l'entreprise Vernet-Caron espère bien en bénéficier. C'est une usine d'armement. On regarde ce reportage de Coraline Beurier pour nos partenaires de TL7. Cette loi, l'entreprise d'armement stéphanoise Vernet-Caron l'attend de pied ferme. Et si cette subvention pourrait être un véritable appui dans l'accélération de la production des armes signées Vernet-Caron, les dirigeants du groupe restent, eux, encore sceptiques quant au montant à percevoir. Effectivement, la loi de programmation militaire, comme vous l'avez dit, elle est importante, elle est imposante. Maintenant, il faut regarder un certain nombre d'éléments et essayer de décrypter un petit peu ce qu'il y a derrière ce mammouth qui est présenté. D'abord, c'est une loi de programmation pluriannuelle, donc il faut que année après année, le Parlement et les gouvernements successifs ou les ministres successifs continuent de soutenir cette loi dans cette direction. Mais voilà, il faut bien déjà, encore une fois, remettre en contexte le fait que c'est une loi pluriannuelle. Moi, j'attends de voir ce qui, année après année, sera voté. J'espère qu'effectivement, Vernet-Caron sera soutenu par l'État dans ce programme de réindustrialisation et dans ce projet de réindustrialisation de la partie armes de petit calibre en France. Ces dernières années, l'entreprise s'est dressée comme un incontournable de l'armement, avec une cadence de production vue à la hausse. Un essor dû aux besoins croissants de l'armée française face au conflit en Ukraine. Vernet-Caron croise donc les doigts et espère bénéficier de cette subvention de l'État qui vise à remettre l'accent sur la défense militaire du pays. Un terrain de jeu où la firme stéphanoise s'est déjà imposée comme une des plus grandes usines d'armement françaises. Alors, on voit cette usine d'armement, un général Trinquant qui espère évidemment bénéficier de la LPM. Est-ce que les sommes débloquées pour cette loi de programmation militaire, le gouvernement parle d'un budget historique, 413 milliards d'euros sur 7 ans, sont à la hauteur pour remettre notre armée à niveau? Oui, alors 413 milliards pour la loi de programmation, ça veut dire que 2 lois de programmation successives doublent le budget de la défense. Donc c'est quand même assez considérable. L'intervenant de Vernet-Caron a raison, il faut que tous les ans ceci soit respecté. Dans la loi de programmation qui arrive à sa fin, ça a été le cas. Donc il faut espérer que ce soit le cas. Parce qu'il y a beaucoup, c'est aussi une des critiques de cette loi de programmation militaire, il y a beaucoup d'engagements qui valent pour après le quinquennat. Oui, alors je rappelle que c'était la même chose. Alors la grosse différence, c'est que le quinquennat s'est poursuivi par un autre quinquennat, ce qui ne sera pas le cas du suivant. Donc, alors j'ai vu que les sénateurs en commission voudraient accélérer les financements initiaux, c'est-à-dire avoir plus de financement au début et donc un petit peu moins après. Moi, ma question, ce sont les finances publiques. Est-ce que les finances publiques sont capables d'absorber ça? Parce que doublement du budget de la défense, c'est un bel investissement. Il faut rappeler que pendant 20 ans, il y a eu dividende de la paix comme excuse. On a fait dégringoler les budgets de la défense, donc il y a eu... C'était une erreur pour vous? Ah, complètement. Si vous voulez, si tu veux la paix, prépare la guerre. Il faut regarder un peu vers l'avant. On a voulu économiser tout de suite. Ce qui veut dire que la première loi de programmation, c'est ce qu'on a appelé une loi de réparation, pour essayer de moderniser un peu. Maintenant, c'est une loi de modernisation, avec la prise en compte de ce qui se passe en Ukraine, en rappelant simplement que la France n'est pas l'Ukraine et que donc les problèmes qui se posent en Ukraine ne sont pas forcément les mêmes qui se posent en France. Je rappelle que nous sommes une puissance dotée et donc l'arme nucléaire représente une part importante du budget, il ne faut pas l'oublier, alors que les autres pays n'ont pas ça. Et ça, c'est quand même le cœur de notre défense. La France
est sûre, si j'ose dire, d'abord parce qu'elle a la défense, la dissuasion nucléaire. Donc je pense que tout ceci est un très bel effort. Le diable est dans les détails. Effectivement, il faudra regarder chaque année. Il faudra voir si on peut un peu accélérer au début ou pas. Mais je pense qu'elle montre un engagement très fort de la France, oui. Patrick Martin-Jeannier. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec le journal Trinquant. C'est un engagement politique majeur. Et je dirais que cela doit dépasser les divisions politiques et l'éventuelle succession après d'Emmanuel Macron. C'est pas uniquement un engagement purement politique, c'est un engagement de la nation. Et je crois que c'est très important parce que, comme le dit le ministre des Armées, effectivement, on croyait que la paix était définitivement installée. En réalité, c'est la guerre. L'Ukraine, c'est la guerre en plein cœur de l'Europe. Donc, on s'aperçoit qu'il faut rester crédible. La dissuasion nucléaire, certes, les nouvelles technologies, parce qu'on a vu que la guerre aussi, c'était les nouvelles technologies. Dans le tableau que vous avez mis, je n'ai pas vu, par exemple, ce qui était l'espace. On investit considérablement. Il y aura 6 milliards d'investissements dans l'espace. C'est ce que le ministre a dit. Ce sont les espaces de conflictualité, les nouveaux espaces de conflictualité. Et donc, c'est moderniser les drones, les défis technologiques, l'espace. Tout ça fait également partie des priorités de la France qui dépassent les clivages partisans. Donc, ça me paraît tout à fait important de montrer que la France est là, en essayant également de défendre l'industrie française. Vous avez montré Saint-Étienne, mais également on voit ce qui se passe avec l'Allemagne, une industrie européenne qui vont permettre effectivement de mutualiser tout ce qui est défense européenne. Oui, on en parle dans quelques secondes de l'Allemagne. Quelles doivent être les priorités pour vous, Général Trinquant, de cette loi de programmation militaire ? Je le disais, les priorités, c'est la modernisation et la prise en compte, ce qui vient d'être évoqué, la prise en compte des nouvelles conflictualités. Le cyber, l'espace, les drones, toutes choses sur lesquelles on était, alors en particulier sur les drones, on était un peu en retard. Sur le cyber, on était bien rentré dedans. Et donc là, il y a beaucoup de choses à voir. Un petit aparté sur le recrutement. Parce que toutes les armées occidentales, globalement, ont un problème de recrutement. La France, jusqu'à maintenant, n'en a pas eu. Mais avec la compétitivité, je parle du cyber par exemple, les industries privées recrutent énormément dans des conditions évidemment très différentes des armées. Et donc là, il y a un effort à faire. Alors, il y a recrutement et garder aussi les personnes qui rentrent dans l'armée, parce que ça, c'est aussi une question. Il y en a beaucoup qui rentrent et qui repartent. Exactement. Alors, il y a un phénomène aussi intéressant dont on ne parle pas beaucoup, c'est le doublement des réservistes. Et là, vous avez un point d'entrée. Quand vous doublez les réservistes, ça peut être des gens qui quittent le service, mais qui restent réservistes. Donc, c'est quelque sorte une passerelle entre le privé et les armées, et qu'il était extrêmement intéressant d'arriver à fructifier, j'allais dire. Mais c'est vraiment, les efforts sont à faire là-dessus. Juste une petite remarque aussi, la loi de programmation, en clair, c'est nous sommes le nucléaire, j'en ai parlé, l'outre-mer permettait à quelqu'un qui était présent à New York auprès des Nations Unies, la France est une nation globale. Elle est en Amérique du Sud, elle est dans l'océan Indien, elle est dans le Pacifique, et ça, par exemple, l'Ukraine ne l'est pas. Donc tous ces phénomènes sont à prendre en compte également. Ouais. On va parler de l'Europe, puisqu'hier, Emmanuel Macron a lancé un message en marge du Salon du Bourget. Il y a une vingtaine de ministres de la Défense et des Armées qui étaient réunis à Paris. Emmanuel Macron a défendu sa stratégie de défense anti-aérienne de l'Europe. La guerre en Ukraine a mis en lumière les carences de celle-ci. Il a annoncé que la France, l'Estonie, la Hongrie, la Belgique et Chypre allaient acheter des missiles sol-air de très courte portée Mistral. Et il a également lancé un message, le chef de l'État, qu'on pourrait résumer par « l'Europe doit protéger l'Europe ». On l'écoute. Alors, on peut décider d'utiliser l'argent de nos contribuables à monter des budgets de la défense pour mieux acheter ce que les Américains continueront de produire. Moi, je crois qu'on peut être plus fort en tant qu'armée, réussir à développer une base industrielle de défense et de technologie qui crée de l'emploi chez nous, et bien utiliser l'argent du contribuable, et ce faisant gagner en souveraineté, parce qu'on sera moins dépendant des choix technologiques. Simplement, il faut standardiser davantage. C'est un message à l'Allemagne, Patrick Martin-Jeannier. Oui, très clairement, un message à Olaf Scholz qui, lui, a un projet qui regroupe 14 pays de l'Union européenne, cette défense aérienne. Et donc, je crois que à la fois le chancelier et le président français ont raison. L'argent des contribuables, la mutualisation européenne, ce sera le premier pas de la défense européenne. Simplement, il y a un malentendu entre la France et l'Allemagne, car lorsque, vous savez, c'est facile de parler de la défense européenne, de la mutualisation, et c'est aussi légitime, chacun veut faire prévaloir ses champions nationaux. Nous en
en avons, l'Allemagne en a également. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de malentendu et qui dure depuis déjà 3 ans avec la suppression des conseils des ministres franco-allemands. Et je crois qu'aujourd'hui, la coopération européenne est très très importante. Il y a un pilier européen de la défense au sein de l'OTAN. Il faut aller sur le pas d'une défense européenne. Malheureusement, ça passera d'abord par une mutualisation des armements. Et effectivement, lorsque le président de la République dit qu'il faut utiliser correctement l'argent du contribuable, en réalité, Olaf Scholz va vous dire exactement la même chose. Il faut mutualiser parce qu'il ne pense pas de la même manière. Et c'est un message vif à l'Allemagne qu'a envoyé hier Emmanuel Macron. L'Allemagne, elle joue pas assez européen. Oui, alors j'ai bien écouté hier l'intervention du président. C'était très clair. Lorsqu'il a dit, par exemple, puisque vous savez que le projet allemand, c'est essentiellement acheté américain et israélien. Sur la base du dôme d'acier qui existe en Israël, le président a rappelé qu'Israël était 200 fois plus petit que l'Europe et que donc une défense européenne ne pouvait pas se calquer sur une défense israélienne. Et donc il fallait réfléchir stratégiquement à notre besoin au lieu d'acheter sur le court terme, ce qui est un peu la réaction des Allemands. Faut rappeler que les Allemands, l'armée allemande, qui a un budget important, sans nucléaire, elle a un budget qui est plus important que la France. Mais elle s'est aperçue, globalement, et son chef d'état-major lui-même l'a dit au début de la guerre en Ukraine, il a dit « je peux rien déployer ». Donc c'est une catastrophe absolue pour l'Allemagne. Donc d'un seul coup, on dit on met 100 milliards sur la table et on va arranger tout ça. Et au bout de 6 mois, on s'aperçoit que les 100 milliards ne produisent pas grand-chose. Donc il faut éviter le court-termisme qu'ont les Allemands actuellement en achetant américain. Je reprendrai la parole de Madame Parly, que j'aime beaucoup. Article 5 ne veut pas dire F-35. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on va faire collectif qu'on doit acheter américain. Pour faire collectif, il faut qu'on évalue nos besoins et qu'en fonction des besoins, on s'organise pour construire collectivement. Ouais. Et c'était là le message du président hier. Ça veut dire que l'Europe de la défense est encore loin, Patrick Martin. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à force de parler de l'Europe de la défense, on y croit, si vous voulez. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'en est pas encore là. Mais le président de la République a tout à fait raison de dire qu'il faut aller sur le chemin d'une défense européenne. Mais les parcours, les obstacles seront très très nombreux. S'agissant du dôme israélien, c'est peut-être un petit pays, mais c'est quelque chose qui a été très efficace, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Et je crois qu'en associant Israël à d'autres pays, ça peut être extrêmement efficace aussi. Donc il faut s'entendre, il faut accepter de mutualiser, et c'est ça le principal conflit entre la France et l'Allemagne. Nous n'arrivons pas à discuter. On le voit pour l'avion de combat européen, le SCAF, ça a créé énormément de difficultés. Donc je crois qu'il faut se mettre autour d'une table, et notamment il y a un instrument qui peut être utilisé, c'est le Fonds européen de défense, qui constitue le début d'une mutualisation du matériel. Il est doté je crois d'environ 7 à 8 milliards jusqu'en 2027. Ce n'est pas suffisant, et c'est ça aujourd'hui qu'il faut creuser. Un mot peut-être sur l'annonce hier soir d'Emmanuel Macron, qui a donc annoncé que la France, avec 4 autres pays, la Hongrie, la Belgique, Chypre et l'Estonie, allait acheter des missiles sol-air de très courte portée Mistral. Qu'est-ce qu'il faut voir dans cette annonce, général? Alors, ce qu'il faut voir, le premier point, c'est achat commun, donc mutualisation, effectivement. Bon, le deuxième point, naturellement, c'est que c'est du matériel français, donc on est content d'avoir un contrat français. Et puis que c'est une gamme, simplement, du missile à courte portée. La deuxième annonce qu'il a fait, c'est le déploiement du système Mamba, italo-français, en Ukraine. Donc ça montre que c'est opérationnel. Donc effectivement, on est dans la mutualisation, mais on en est au début, et pour avoir une couverture de défense aérienne. Alors, petite remarque sur l'anti-aérien et la défense aérienne. Le président a utilisé le terme défense anti-aérienne. Évidemment, les aviateurs se sont tout de suite insurgés en disant c'est la défense aérienne. Donc voilà. On va parler de la contre-offensive ukrainienne. Avant de vous entendre, messieurs, on va faire un point sur cette contre-offensive avec vous, Mathias. Voilà, ça faisait plusieurs mois qu'on nous expliquait qu'il ne fallait pas partir trop tôt, qu'il fallait garder un effet de surprise. Et bien 2 semaines après le début officiel de la contre-offensive, les gains sont bien maigres, Oriane. Pour l'heure, selon les services de renseignement estoniens, l'armée ukrainienne n'aurait reconquis qu'une centaine de kilomètres carrés, principalement dans l'ouest du Donbass. Alors très concrètement, il y a grosso modo plusieurs fronts de contre-offensive, des petits fronts dans le sud de l'oblast de Lugansk, par exemple, autour de la ville
ville de Kremina, à l'est de Kharkiv ou encore à l'ouest de l'oblast de Zaporijia, près de la ville de Dolinka. Et ces conquêtes, elles se font kilomètre par kilomètre, pratiquement par centaines de mètres dans certaines régions, comme à l'ouest de Donetsk, près de Marinka, ou encore en bordure de Bakhmout, où les combats, on le sait, sont d'une très haute intensité. Alors ces manœuvres, elles sont rendues difficiles par différents facteurs. La Russie a eu le temps de fortifier ses positions. Il est également délicat de faire avancer des colonnes de tanks sans pouvoir les encadrer et les protéger par des batteries antiaériennes qui, pour le moment, continuent de protéger les grandes villes. Car une contre-offensive lente, elle continue de protéger les grandes villes. Une contre-offensive lente, mais une stratégie assumée par l'Ukraine. Nos troupes avancent, position par position, pas à pas, nous avançons. Cette semaine, nous avons eu Ramstein et l'essentiel est la rapidité de l'approvisionnement. La semaine prochaine, nous aurons de nouvelles communications importantes avec nos partenaires pour le bien de nos mouvements, pour le bien des armes, pour le bien de nos guerriers qui ont tout ce dont ils ont besoin. Mathias, comment réagit la Russie ? Alors déjà, elle reconnaît officiellement qu'il y a une contre-offensive. Ce n'est pas rien. Vladimir Poutine lui-même s'est exprimé à ce sujet lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. C'était il y a quelques jours pour, vous vous en doutez, minimiser la portée de la manœuvre. Dans certaines zones, les unités ukrainiennes ont atteint la première ligne de défense russe. Elles ont échoué, ce n'est pas la question. Ils n'ont atteint leur objectif dans aucune des zones. C'est ce qui compte. Le président russe a d'ailleurs, au cours de cette même prise de parole, dit que plusieurs chars occidentaux, les léopards allemands, avaient été détruits ou brûlés, c'est les termes qu'il a employés, et qu'il en serait de même pour des F-16 si jamais les alliés de l'Ukraine venaient à lui en fournir. Un point, on va parler de l'Europe dans quelques instants, mais un point avec vous, peut-être, Général Trinquant, sur la contre-offensive. On en est où aujourd'hui de cette contre-offensive ? Alors, moi, j'apprécie beaucoup quand le président Poutine dit l'Ukraine n'a pas atteint ses objectifs. Connaît-il les objectifs de l'Ukraine ? Certainement pas. Donc, c'est un commentaire qui permet de dire que tout se déroule comme d'habitude et que alors, il faut d'abord, premier point, la Russie a eu 1 an pour installer ses défenses. À une exception près, et je vous demande d'être attentif dans les semaines qui viennent, c'est Bakhmout. Bakhmout, la défense n'a pas été organisée tout simplement parce que la Russie continue à avancer. Et donc c'est la zone dans laquelle il n'y a pas de fortification. Et c'est le 3e axe de progression des Ukrainiens. Deuxième point, le temps médiatique n'est pas le temps de la guerre. Et donc, au bout de 8 jours, on s'impatiente parce que ça n'a pas percé. Je rappelle qu'en Normandie, en juin 1944, il a fallu 6 semaines aux Américains, à toute l'armée américaine et britannique, pour arriver à percer. Donc, soyons un peu patients. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un échec de la contre-offensive et de la stratégie ukrainienne ? Non, ça veut dire que, dans un premier temps, vous avez 3 brigades sur 3 axes. Je rappelle qu'il y a 9 brigades derrière. Donc, 10 à 20% engagés, qui sont là pour tester le dispositif, voir où ça peut progresser. Alors aujourd'hui, moi, je suis totalement incapable de vous dire ce que les Ukrainiens vont déduire de cette première phase. Ils vont évaluer où ils en sont, où ils peuvent percer ou pas, et là où ils peuvent envoyer leurs réserves. Et le point important, c'est non seulement, bien sûr, le bouclier russe mis en place, mais surtout les réserves russes. Je rappelle que lorsqu'il y a eu le barrage a explosé, ça avait pour but de dégager toute une zone qui était inondée et de prendre des forces russes de cette zone pour les mettre ailleurs en réserve. Donc l'intérêt pour les Ukrainiens aujourd'hui, c'est voir où l'avancée progresse. Elle progresse plus à Bakhmout qu'ailleurs, au passage. Et deuxième point, où sont les réserves ? Parce que, évidemment, en fonction de là où sont les réserves, on va voir là où attaquer. Mais c'est une première phase qui s'est déroulée. Le chef d'état-major... Donc c'est la fin du... Parce que là, on a l'impression, alors vous le dites médiatiquement, qu'on est un peu dans une pause. Est-ce que pour vous, ça marque la fin d'une première phase ? Est-ce que c'est une pause stratégique parce que l'Ukraine est en train de réadapter sa stratégie, ou est-ce que c'est un leurre vis-à-vis des Russes ? Non, je pense que c'est une pause pour nous parce qu'on a toujours 48 heures de retard par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Premier point. Le chef d'état-major estonien disait, il est bien renseigné, qu'il y a probablement pendant 1 semaine, il n'y aura pas plus d'avancée parce qu'il va falloir placer les réserves là où il faut. Donc attendons, j'allais dire, une quinzaine de jours pour pouvoir commenter sur l'avancée de l'offensive.
Patrick Martin-Jeannet. Oui, alors il y a une expression que j'aime bien, c'est brouillard de la guerre, parce qu'on vous dit, on est toujours un peu en retard, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais certains collègues du général Trinquant, d'autres généraux me disent en réalité la contre-offensive n'a jamais vraiment commencé. Il y a une première phase, peut-être, et il y aura une autre phase. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie derrière, premièrement? Deuxièmement, alors Anna Maliar, qui est la ministre adjointe de la Défense ukrainienne, a dit hier soir que la situation était quand même extrêmement difficile. Donc effectivement, c'est un fait qu'il y a un progrès, il gagne, mais certains disent que c'est pour gagner effectivement quelques kilomètres carrés, entre 250 ou 500 mètres en avant, voire 2 kilomètres. Donc la progression, elle est là. Mais je crois qu'effectivement, c'est ce que disait le général Trinquant, il y a un aspect politique et psychologique très important. Plus vous gagnez du terrain, plus ça donne du moral aux troupes et plus ça montre que les Ukrainiens sont capables effectivement d'avoir une contre-offensive. Donc ça, c'est très important de le montrer. Évidemment, on ne parle pas des F-16, toujours les mêmes avions de chasse qui pourraient donner une suprématie. Ils ne sont pas encore livrés. La question est aujourd'hui de dire quand est-ce qu'il y aura une véritable contre-offensive, un blitzkrieg qui leur permettra de dégager beaucoup de territoires. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc, il faut espérer que ça continue. Ouais, on va en parler de cette question d'avion. On peut dire qu'elle a commencé, la contre-offensive, ou pas? Elle a commencé il y a plusieurs semaines. Une offensive, ça se montre comment? Il y a déjà l'offensive stratégique. Les frappes dans la profondeur, les attentats faits par les partisans qui sont derrière les lignes, les frappes sur l'électronique, sur les PC, etc. Et ça a commencé il y a déjà un petit moment. Deuxième phase, la phase dont on dit qu'elle est en pause aujourd'hui, c'est-à-dire la reconnaissance offensive. On cherche sur le terrain à concrétiser l'information qu'on a par ailleurs. Parce que c'est bien de voir les lignes de défense, mais quelle est l'unité qui défend mieux sa ligne que l'autre? Eh bien, il faut aller tester, il faut aller au contact. Et puis, la troisième phase, c'est, on a trouvé la brèche, on va créer la brèche et on passe dans casser la défense et surtout l'exploitation. Parce que je rappelle qu'une offensive, vous avez deux objectifs. Un objectif politique, un objectif militaire. L'objectif militaire, c'est quoi? C'est casser la défense russe et arriver à chambouler le dispositif russe. L'offensive politique, c'est quoi? C'est gagner du terrain. Parce que tous les jours, on annonce que des villages sont libérés. Donc on est content. Sauf que les premiers villages qui avaient été libérés n'étaient pas tenus par les Russes. Donc vous voyez, psychologiquement, c'est bien, on monte des drapeaux, mais ça ne représente pas grand-chose. Et surtout, ça, c'est la méthode, pardonnez-moi du terme, type soviétique. Il ne faut pas oublier que les Russes sont des héritiers des Soviétiques, mais les Ukrainiens aussi. Et donc, psychologiquement, gagner du terrain, c'est important pour la psychologie, pour les médias, donc, pour les politiques. Ça veut dire que ce grignotage village par village, c'est quand même important. Mais que pour que ce soit décisif, il va falloir percer le front. Mais que militairement, ça n'est pas important, mais politiquement, c'est important. Il y a un autre élément qui a été souligné, les Russes le disent suffisamment, c'est que depuis le temps qu'on parle de la contre-offensive ukrainienne, comme ils ont eu le temps de s'y préparer. Donc, on a vu effectivement des tranchées bien mieux équipées, malgré les dysfonctionnements de l'armée russe. Effectivement, eux, ils n'ont pas de problème en termes d'effectifs de recrutement. Ils n'ont aucun souci de la vie des hommes qui sont sur place. Et donc, ils ont eu le temps de se préparer à cette contre-offensive. Et quand on voit la mine réjouie de Vladimir Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg, on se dit effectivement que c'est le cas et que certains estiment que cette contre-offensive marque le pas. Donc aujourd'hui, effectivement, vous savez, on dit il ne faut pas parler de la stratégie militaire, mais ça fait plusieurs semaines que les Ukrainiens parlent de contre-offensive. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, les troupes russes ont eu le temps de s'y préparer. Est-ce que ça veut dire que le gros des forces, le gros de l'offensive est à venir du côté ukrainien? D'abord, le gros des forces n'est pas engagé. Je répète, il y a à peu près 9 brigades qui sont en réserve. Donc c'est là où, si vous voulez, il faut bien... ça n'est pas un échec. Alors, ça peut être un échec si il n'y a aucune option qui se présente à l'Ukraine. Et que dans ce cas-là, elle dit je ne vais pas engager mes 9 brigades. Parce que comme là vient d'être dit, le problème, c'est quand même la sécurité des personnels. Je rappelle que lorsque les Russes montent des véhicules blindés détruits, le rôle du blindé, c'est d'abord de protéger le personnel. Donc, moi, qu'un Léopard et 2 chenilles cassées et soit arrêté, si l'équipage a réussi à s'en tirer, il a rempli son rôle d'une certaine façon. Il n'a pas rempli son rôle dans la cassée, mais il a permis de protéger les personnels. Donc, c'est vrai que sur le plan des personnels, les Russes et les Ukrainiens ne sont pas dans la même position. On l'a bien vu à Bakhmout. Et M. Prigojine, d'ailleurs, vient d'annoncer que 35 000, tenez-vous bien, 35 000 prisonniers russes peuvent rentrer chez eux. Alors en Russie, dans les villages,
dit pas l'horreur. C'est-à-dire 35 000 prisonniers qui sont parfois des criminels, qui vont revenir parce qu'ils ont rempli leur rôle. On ne parle pas des 35 000 qui ont été tués sur le terrain. Et ça, les Russes s'en foutent. Alors que les Ukrainiens, 35 000 hommes, c'est colossal pour eux. Donc il y a cette balance aussi, ce souci de protéger la vie des hommes qui n'est pas le même d'un côté à l'autre du front. Patrick Martin-Jeannier, on va parler peut-être de l'Europe avant de vous entendre, Mathias, parce qu'évidemment, l'Europe a un rôle à jouer, elle joue un rôle dans tout ça. Absolument. Dans une interview publiée ce dimanche dans Le Parisien, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, est revenu justement sur cette contre-offensive, pour le moment peu fructueuse, on l'a dit. Alors lorsqu'on lui demande si de futures aides européennes seraient conditionnées à la réussite de cette contre-offensive, voilà ce qu'il en dit. Notre soutien n'est pas conditionnel. Ce qui est impératif, c'est que l'Ukraine recouvre sa liberté et son territoire. Nous sommes déterminés à lui fournir tout le soutien dont elle a besoin. Nous le faisons et nous le ferons. Nous allons accroître l'effort en matière de livraison d'armes et de munitions, car il s'agit d'une guerre de haute intensité. Une Europe qui se dit organisée pour soutenir les Ukrainiens, comme si cette guerre allait encore durer plusieurs mois, voire davantage. Donc ça, c'est Thierry Breton qui le dit. Ça aussi, c'est un véritable sujet. Il va falloir être en capacité de soutenir les Ukrainiens longtemps. Oui, alors je pense qu'il y a deux sujets là-dedans essentiels. La capacité de soutenir les munitions, etc. Donc l'organisation de l'Europe. Donc il faut reconnaître qu'elle s'est réveillée extrêmement vite, qu'elle a pu très rapidement... La facilité européenne de paix, on discutait depuis des mois de la fourniture d'armement létal par la Facilité européenne de paix. En 48 heures, ça a été réglé. Donc l'Europe s'est bien organisée. Mais le deuxième sujet, c'est la résilience des nations. C'est-à-dire les citoyens européens qui acceptent un certain nombre d'efforts qu'ils doivent faire pour la défense de l'Ukraine et qui se rendent bien compte que la défense de l'Ukraine, c'est un sujet qui les concerne. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du franchissement d'une frontière internationalement reconnue par la Russie, mais ça veut dire qu'un membre permanent du Conseil de sécurité a déchiré les accords qu'il avait signés. Or ça, dans l'organisation du monde depuis 1945, c'est totalement inadmissible. Donc c'est un vrai sujet de fond. Ça n'est pas uniquement un problème de frontières. Patrick Martin-Jeannier. Oui, l'Europe est extrêmement présente. Je suis tout à fait d'accord. Elle a réagi avec célérité et surtout pour les achats groupés d'armement et également vis-à-vis de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Première étape dès quelques semaines après la guerre de candidature officielle de l'Ukraine à l'Union européenne. En termes d'armement, c'est très important et Thierry Breton a tout à fait raison de souligner qu'il va continuer car l'Europe s'inscrit dans la durée de ce conflit parce que si ce conflit, effectivement, si les F-16 par exemple n'arrivent pas rapidement, on parle du mois de septembre-octobre, eh bien c'est un conflit qui va durer très longtemps et l'essentiel c'est de pouvoir soutenir, notamment sur le plan militaire, mais également sur le plan économique et financier. Il faut savoir qu'aujourd'hui l'Europe, parmi d'autres nations, soutient à bout de bras les finances publiques ukrainiennes. C'est ça aujourd'hui. Il faut non seulement soutenir en termes d'armement, en termes économiques, mais il faut également soutenir sur le plan financier pour payer les militaires, payer les infirmiers, les médecins, tous ces gens qui contribuent à ce que l'Ukraine puisse continuer à vivre. Mais vous parlez des F-16, est-ce que ça veut dire que la question de la livraison d'avions va se reposer du côté de l'Europe bien sûr, enfin je sais pas, oui. Moi, elle se pose plus. La décision a été prise, les pilotes commencent à être formés, donc la décision de fournir des F-16 ne se pose plus. Simplement le problème, c'est que ça sera pas pour cette offensive. Là, oui, ça arrivera probablement au début de l'automne et donc au moment où normalement l'offensive ne pourra plus progresser. Donc voilà. Mais ça veut dire un engagement sur le long terme. On s'engage pas pour fournir. Alors on s'engage pour fournir des munitions aujourd'hui et des F-16 demain. Ça veut dire que sur le long terme, on s'organise pour soutenir l'Ukraine. C'est vrai que des pilotes sont en cours de formation, on le sait, même au Royaume-Uni. Le seul problème, c'est que la Maison-Blanche aux États-Unis est un peu plus réservée. On sait que les États-Unis sont dans un contexte électoral, l'élection présidentielle de 2024, et que donc il y a un vrai débat. Le fait de former des pilotes, ça veut dire effectivement que la décision est prise, mais pour l'instant, les États-Unis eux-mêmes ne livreraient pas de F-16. On va demander aux États européens à le faire, donc c'est très important. Et ce ne seront pas quelques avions de chasse qui feront la différence.
défense, il faut vraiment mettre le paquet. En d'autres termes, si on veut que cette guerre se termine très rapidement, c'est-à-dire dès l'année prochaine, eh bien, il faut vraiment mettre le paquet en termes de défense aérienne. La maîtrise du ciel est quelque chose d'essentiel. Sans quoi, c'est une guerre qui va encore durer longtemps, parce que je vous rappellerai qu'on ne parle plus de la Crimée. Est-ce que la Crimée doit revenir à l'Ukraine? Tout le monde dit oui, sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui posent des questions. Il y a les militaires et il y a les diplomates, et beaucoup parlent encore de négociations. Par exemple, la délégation africaine qui est allée donc à Kiev, puis à Moscou, à Saint-Pétersbourg, a proposé un plan de médiation. La Chine également, mais ça a échoué. Et donc, dans l'esprit de certaines chancelleries occidentales, on parle toujours de tenter de régler cette guerre par une négociation. Juste un point sur les F-16. Remarquable manœuvre commerciale américaine. Les Américains acceptent que les Européens livrent des F-16 et ne vous inquiétez pas, on vous livrera des avions de dernière génération à condition que vous les achetiez. Donc c'est un coin quand même sur la défense européenne et sur les moyens communs de défense européenne. Les Américains ont donné leur accord pour les F-16, il n'y a plus de doute là-dessus. Simplement, ce ne sont pas les F-16 américains, ce sont les F-16 européens. Et naturellement, les pays européens devront s'équiper de nouveaux avions et les Américains seront prêts pour livrer ces nouveaux avions. Donc le diable est dans les détails comme d'habitude, il faut regarder ça de près. Mais les Américains font toujours du business, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc du coup, juste un dernier mot pour conclure, la contre-offensive, Général Trinquant, c'est il faut être patient. Le temps médiatique n'est pas le temps militaire. Exactement, soyons patients. On suivra évidemment tout ça, on aura l'occasion d'en parler avec vous. Merci messieurs, si vous voulez bien rester avec nous, on va regarder ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux ce matin. Et Mathias, ce mardi, on parle météo et les orages font toujours parler d'eux. Et oui, il faut dire qu'entre dimanche et lundi, ce sont plusieurs dizaines de départements qui ont connu une alerte orage, donc sur tout le territoire. Sud-Ouest fait un constat, tout se dérègle avec une saison des orages qui démarre plus tôt et des orages plus violents. Le Berry républicain fait état d'importants dégâts matériels dans le département du Cher, avec des toits envolés et des épisodes de grêle. Enfin, l'édition de Dieppe de Paris-Normandie met à sa une le nettoyage des rues, là aussi, après les importants orages du week-end. On en parlait du Salon du Bourget, il est aussi représenté dans nos régions. C'est la République des Pyrénées qui met à l'honneur ce mardi des entreprises de la région de Bigorre qui sont représentées au Salon international de l'aéronautique d'AER, spécialisé dans la conception d'avions légers, et le groupe Seigneuret, autre acteur bigourdan de l'aéronautique. Ils sont confrontés, comme toute la filière, aux défis majeurs de l'avenir, à savoir la décarbonation du secteur de l'aviation, mais aussi à un manque de main-d'œuvre, Oriane. Un autre secteur qui manque de main-d'œuvre, c'est le service. Alors à tel point que le journal La Provence dédie sa une au sujet avec un titre sans équivoque: recherche serveur désespérément. Hôteliers et restaurateurs s'arrachent les cheveux dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Près de 18 000 postes de saisonniers sont à pourvoir. Alors malgré un effort sur les salaires, les candidats ne courent pas les rues. Les étudiants notamment sont de plus en plus réfractaires à prendre ce type de job d'été, car vient rapidement la question du logement, ce qui est un autre casse-tête. Les jeunes pourraient aussi prochainement conduire dès 17 ans. Oui, c'est une mesure qui devrait être annoncée cette semaine par la Première ministre, le permis à 17 ans. Mais pourquoi faire? Eh bien, notamment pour permettre aux jeunes des zones rurales d'aller vers plus d'autonomie lorsque l'offre de transport en commun n'est pas suffisante, voire inexistante, ou encore les aider en matière d'insertion professionnelle pour ceux ayant besoin de se déplacer pour rejoindre leur lieu de travail. Par le foot, pour terminer? Pour finir, avis aux amoureux bourguignons du Dijon Football Côte d'Or. Alors le club devrait prochainement passer sous pavillon américain encore. Olivier Delcourt, dirigeant d'entreprise locale et propriétaire du DFCO depuis 11 ans, va passer la main à des investisseurs venus des États-Unis. Après Lyon, Marseille, Oriane, Le Havre, Toulouse, Bordeaux ou encore le Red Star, voici un club que vous connaissez un peu, le Red Star. Connaît bien le Red Star. Encore un autre club qui habitué du monde pro, qui pourrait passer entre les mains du pays du soccer. Merci Mathias, fervent supporter du Red Star. Absolument. Merci beaucoup pour cette revue de presse. Merci Patrick Martin-Jeunier d'avoir été avec nous. On revoit votre livre « L'Europe a-t-elle un avenir ?» C'est aux éditions Studirama. Merci d'avoir été avec nous. Merci Général Trinquant. Merci. Et à bientôt, j'espère, dans cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour voir ou revoir cette émission, c'est sur notre plateforme publicsena.fr. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public et nous, on se retrouve demain. Très bonne journée.